Bon, je suis très heureux d'accueillir en votre nom, avant Jean-Pierre Rioux, qui va s'exprimer après moi, une minute lui, et puis tout le reste du temps à Jean-Christophe Rufin. Je suis très heureux d'accueillir en votre nom Jean-Christophe Rufin, pour beaucoup de raisons. Alors je vais tout de suite à l'essentiel, en tout cas pour Marielle, pour moi. Jean-Christophe Rufin est un ami, c'est quelqu'un avec qui nous avons depuis longtemps des réflexions partagées, des échanges, de l'amitié, des liens, de ces liens qui dépassent même les échanges intellectuels, l'admiration, qui sont des liens d'affection et de respect. Deuxièmement, c'est une des personnalités les plus riches, polyvalentes, qu'on puisse trouver aujourd'hui dans le paysage, comment on peut dire, des élites françaises. Jean-Christophe Rufin, comme vous savez, de formation est médecin, et il s'est en particulier intéressé au secteur de la psychiatrie. Et puis, à la suite de quoi, je fais vraiment un très grand trait, il s'est passionné pour l'humanitaire, à la fois Action contre la faim, dont il a été le président et dont il est encore la référence, et Médecins sans frontières. Et puis ensuite, il s'est intéressé au développement et il a notamment beaucoup travaillé sur les échanges Nord-Sud, sur l'Amérique latine, sur le rôle des ONG dans la question du développement. Et le rôle des ONG n'est pas, univoque. Hein, il y a bien des questions à poser aussi autour du rôle des ONG. Et puis ensuite, sur le socle de cette expérience médicale, humanitaire, il a eu une très importante responsabilité diplomatique, puisqu'il a été nommé ambassadeur de France au Sénégal. Ça n'a pas été de tout repos. Alors, bien entendu, le Sénégal, c'est un pays tout à fait essentiel, très important. Mais en même temps, les autorités du Sénégal ont parfois eu des profils un peu, comment on peut dire, complexes. Donc il a eu des accrochages avec les autorités du Sénégal à cette époque. Et chaque fois qu'il y a un ambassadeur qui parle franchement, les autorités du pays n'ont qu'une envie, qu'une urgence, c'est de le voir dégager le terrain. Il y a donc eu comme ça un peu d'acidité qui s'est exprimée autour de la mission tout à fait éminente que Jean-Christophe Rufin remplissait. Pendant ce temps, pendant toutes ces longues années-là, Jean-Christophe Rufin s'est exprimé d'une autre manière, puisque, comme vous le savez, c'est un homme d'écriture, c'est un des plus grands écrivains français, et vous connaissez tous son œuvre, et il a eu l'idée, en tout cas l'impulsion, de présenter sa candidature à l'Académie française, où il a été élu, et vous avez devant vous celui qui est depuis déjà de nombreuses années le plus jeune académicien français. Alors, dans le plus jeune académicien français, il y a comme un oxymore, comme on dit pour les littéraires. Et donc, naturellement, il y a là quelque chose de tout à fait éminent, ce qui fait que, bien entendu, c'est pas seulement le plus jeune académicien français, mais c'est aussi un de ceux qui, par l'esprit et le caractère, vont, dans les années qui viennent, jouer un rôle important pour la place et l'expression de l'Académie française dans la société française. C'est donc, vous le voyez, un esprit et une personnalité très polyvalente,
connaissant très très bien le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, et qui est un sujet brûlant. Nous avions invité Jean-Christophe Rufin avant, mais le déclenchement de la guerre au Mali a naturellement donné à l'expérience qui est la sienne et au regard qui est le sien sur la réalité africaine une acuité tout à fait particulière, une urgence tout à fait particulière. Et c'est donc de ce sujet que Jean-Christophe Rufin va nous entretenir, et nous lui sommes extrêmement reconnaissants de sa présence. Je rappelle naturellement que cette session, vous êtes ici nombreux et sympathiques, comme toujours, mais plus nombreux que les autres fois, mais aussi sympathiques que les autres fois. Vous êtes ici la partie émergée de l'iceberg, puisque, comme vous le savez, cette conférence est retransmise sur Internet et qu'il y aura plus tard un compte-rendu corrigé, donc tu peux t'exprimer en toute liberté, de cette séance. C'est Jean-Pierre Rioux qui maintenant va accueillir Jean-Christophe Rufin. Tiens, je ne sais pas, Jean-Pierre, si ça marche. Sinon, je vous passe ça. Normalement, ça doit marcher, mais tiens. Oui, non, je salue à mon tour Jean-Christophe Rufin qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Je n'ai rien à ajouter à la présentation de François Bayrou sur l'humanitaire, l'homme sans frontières, le diplomate et l'écrivain. Et donc, pour peut-être introduire un peu la séance ce soir de manière plus peut-être à la fois plaisante et redoutable, je vais remplir un peu mon devoir d'État. Je suis historien, vous le savez, et donc je vous lis un petit texte. Ça prendra 1 minute, rassurez-vous. Alors le voici. La prise de Tombouctou est un événement considérable sur lequel l'attention publique doit être appelée. Il n'est pas loin d'avoir la même importance que la prise d'Alger, dont il est la suite heureuse. Il complète l'œuvre de civilisation que la France a accomplie en Afrique, en refoulant de plus en plus dans les solitudes sahariennes les hordes de pillards qui ont de tout temps infesté cette partie du monde. La prise de Tombouctou assurera l'avenir du continent noir. Une troupe de braves Français, dont les noms resteront obscurs pour la plupart, a accompli ce haut fait d'armes qui donne à notre patrie un bien autre lustre que les discussions stériles des politiciens. Donc c'était l'illustration du 24 février 1894, à l'occasion de la première fois où nous, si j'ose dire, nous avons pris Tombouctou. Et l'illustration ajoute « Nous faisons une guerre sans merci », dans une haute pensée de civilisation. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, cher François. Je suis très heureux effectivement de pouvoir venir m'exprimer ici devant vous sur l'Afrique. Je descends de mes montagnes. Il y avait beaucoup de neige et je suis en train d'essayer d'écrire un livre. Et je suis arrivé tout à l'heure en me disant qu'au fond, j'avais fait le choix de ne pas parler de la guerre au Mali. J'ai fait un article dans le Figaro, mais à part ça, je n'ai pas voulu m'exprimer dans les médias sur ce sujet, parce que d'abord, j'ai été dans autre chose. Et au fond, je me suis dit, comme ça, c'est très bien. Ça veut dire que j'aurais réservé mes commentaires pour François Bayrou et vous tous. Et c'est donc, j'allais dire, une occasion libre de parler de ça dans une période qui est un peu incertaine, je dirais. Et si vous me permettez, je vais utiliser le support. Attendez, je fais Larsen. Je vais utiliser le support d'un PowerPoint que j'avais. J'utilise rarement cet instrument parce que je le trouve un peu barbare. Mais enfin, parlant de l'Afrique, il a un grand mérite, c'est qu'il permet de montrer une carte et donc peut-être de mieux situer ce dont on va parler. Alors, pour le commenter, je vais me mettre debout peut-être parce que sinon je ne verrai pas de quoi il s'agit. Et vous non plus. Voilà. Alors, l'idée, c'était de prendre un peu de champ par rapport aux événements d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette guerre qui ne sort pas de rien quand même, et de faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé dans cette région du monde. Je parle essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, depuis les indépendances, en gros.
disons depuis les années 60. Déjà, tout de suite, on peut observer une chose quand on regarde cette carte, quand on regarde le Mali, c'est qu'on est, et je veux dire, c'est pour ça que je reviens toujours à la géographie, parce que c'est très important, le Mali est situé exactement au milieu de cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que la région dont nous allons parler, en ce qui concerne l'intervention récente, elle est entre le Maghreb, qui a été secoué récemment par les printemps arabes, y compris par une guerre, qui était celle de Libye, et puis l'Afrique côtière, l'Afrique de l'Ouest côtière, dont nous allons reparler. Et c'est pour ça que je trouve nécessaire, si vous voulez, quand on parle de la situation au Mali, je trouve nécessaire de lier les deux, c'est-à-dire de ne pas parler du Mali tout seul, parce qu'il est bien évident que ce qui se passe dans ce pays ne peut pas être isolé comme appartenant soit à l'Afrique subsaharienne, soit à l'Afrique du Nord. Les combattants, on en reparlera, islamistes dont on nous parle beaucoup avec cette intervention, viennent à l'origine d'Algérie, donc ils font un lien très net avec ce qui se passe au Maghreb, et en même temps, ce qui est en question, c'est la vie ou la survie des pays qui se trouvent en dessous sur la bande côtière. Donc on est vraiment à la charnière de deux mondes. Et je trouvais intéressant, je ne veux pas vous faire un cours là-dessus, mais pour présenter les choses et ensuite pouvoir répondre à vos questions, engager un débat, de reprendre les choses avec un petit peu de profondeur de champ, à la fois géographique et historique. Si vous pouvez passer la photo suivante. Voilà, ça c'était une photo prise de ma chambre à Dakar. Et alors c'est très sympa comme ça, l'île de Gorée, mais je peux te dire que tous les jours le beau temps, au bout d'un moment, t'en as marre. Moi, je ne suis pas un homme du... Enfin, bref. Et c'est d'ailleurs pour ça que... c'est pour ça que je suis en Haute-Savoie. Et c'est surtout pour ça que je suis rentré dans le Berry tout de suite et que j'ai écrit un livre sur Jacques Coeur, parce que ça me permettait... c'est très sympa pendant 8 jours, si vous voulez, mais moi, j'ai besoin du rythme des saisons, du froid, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, quelques éléments historiques par rapport à la première de ces régions, c'est-à-dire... Si vous pouvez remettre la carte un instant... C'est possible de revenir en arrière un instant? Non? Il n'écoute pas. Non, celle d'avant. Voilà. Oui, donc là, on va parler de l'Afrique. Oh là là, mais c'est merveilleux. Ah oui, c'est formidable, ça. Voilà. Donc, pour l'instant, nous allons parler de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique dite Afrique noire. Alors, reprenons la... Voilà. Alors, non, voilà. Trois étapes qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle de l'Afrique. Entre les indépendances, entre 1960, en gros, et la fin du communisme soviétique, c'est-à-dire 1990, en gros, là encore, le tableau de la situation africaine était extrêmement contrasté. Vous aviez une Afrique de l'Est, c'est-à-dire la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, etc., qui était très largement livrée à la guerre. Vous aviez une Afrique australe qui était, elle aussi, très largement livrée à la guerre, en Angola, au Mozambique, etc. Et puis vous aviez une Afrique de l'Ouest, et en particulier une Afrique francophone de l'Ouest, qui était en quelque sorte figée sous le boisseau, avec une décolonisation française qui s'était faite de façon extrêmement particulière, très différente de la décolonisation anglaise. Nous avions conservé des liens très forts avec ces pays. Nous avions exercé à plusieurs reprises des ingérences, appelons les choses par leur nom, sur les régimes en place, ou les régimes que nous souhaitions mettre en place. Et cette Afrique de l'Ouest était calme, connaissait la paix, connaissait un certain développement économique, indiscutable, mais au prix d'une sorte de glaciation politique, avec de vieux leaders qui étaient en place depuis toujours, les Senghor, les Houphouët-Boigny, les Eyadema, Mobutu et d'autres, qui restaient là et qui, d'une certaine façon, garantissaient une forme d'équilibre, de paix, ce que vous voudrez, mais au prix, encore une fois, d'une sorte de vraiment d'immobilisme politique total. Ça, c'est 1960-1990. À partir de 1990, changement de décor, l'Union soviétique tombe,
les pays que soutenait l'Union soviétique, en particulier l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique se retrouve d'une certaine façon orphelin. L'apartheid va se terminer en Afrique du Sud. Et au fond, ces pays qui étaient livrés à la guerre, en particulier l'Angola, l'Ouganda, je veux dire, qui avait connu, vous vous souvenez, Amin Dada, enfin des horreurs absolues, tous ces pays vont sortir du marasme et entrer dans une phase, en tout cas, de stabilité et souvent de développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de conflits dans ces zones, mais ça veut dire que quand même, ces pays sont sortis de la tourmente. Et en revanche, à partir de 1990, eh bien, ce sont les pays d'Afrique de l'Ouest qui vont connaître de très grandes turbulences. Ils vont connaître des turbulences qui vont commencer avec une guerre dans un pays que personne n'attendait, qui était le Libéria. Un pays qu'on citait en modèle économique avec des chiffres de développement qui, sur le papier, étaient excellents. Et ce pays va exploser à partir de 1989 et donner lieu à une des guerres civiles les plus épouvantables qui soient et qui, d'ailleurs, fera essaimer la violence dans toute la région puisqu'on retrouvera des combattants libériens en Côte d'Ivoire, en Guinée et partout. Donc, premier facteur d'ébranlement, je dirais, cette guerre civile au Libéria. Autre facteur d'ébranlement, la fin des vieux dictateurs ou des vieux potentats, pas forcément dictateurs, mais enfin des vieux potentats qui régnaient dans un certain nombre de ces pays. Pas tous, il y en a toujours. Cameroun en particulier, il y a toujours des gens qui sont réélus avec des scores enviables, disons. Voilà, enfin, mais, et depuis très longtemps. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que cette Afrique de l'Ouest a connu à ce moment-là, sous l'impulsion de la France, avec le fameux discours de La Baule, vous vous rappelez, discours de Mitterrand de La Baule, disant, au fond, à cette démocratisation qui était en marche dans toute l'Europe de l'Est, que les Américains ensuite ont soutenu en Amérique du Sud, eh bien, il faut que dans l'Afrique francophone, elle se développe aussi. Et donc, la démocratisation est devenue le maître mot. On a appelé ça la Paris-Troïka pour faire pendant à la Perestroïka. C'était une sorte de révolution culturelle avec des votes partout dans des pays qui n'étaient pour la plupart absolument pas préparés à ça, puisqu'ils avaient subi depuis des années des dictatures ou en tout cas des régimes très autoritaires. Ils n'étaient certainement pas habitués à l'exercice démocratique, sauf exception, en particulier le Sénégal, qui depuis toujours est très habitué à ce type d'activité. Mais dans d'autres pays, cette démocratie formelle à marche forcée s'est transformée en vote ethnique avec des déchirures extrêmement profondes, la plus grave évidemment se situant à la périphérie de cette zone, mais quand même dans la zone francophone, c'est-à-dire au Rwanda, avec les massacres évidemment, le génocide rwandais, qui n'est pas la seule conséquence de la démocratisation, mais qui en tout cas a été précipité par l'entrée de ce pays dans un processus démocratique qui n'était pas du tout maîtrisé. Donc, pour me résumer, 1960-1990, stabilité dans cette région, et à partir de 1990, au contraire, jusqu'à 2010, au contraire, une entrée de ces pays dans des turbulences très graves. Alors, remettons la carte un instant. Ces turbulences, ça a donné la guerre au Libéria, je vous l'ai dit, une contagion presque immédiate avec la Sierra Leone, guerre des diamants, vous connaissez. La Côte d'Ivoire a été secouée par le même phénomène, en particulier dans l'Ouest, mais qui ensuite, évidemment, a débouché sur une crise politique qui était latente dans le pays compte tenu de sa composition ethnique et religieuse et qui a donné lieu là aussi à une guerre civile très, très grave. La Guinée, un petit peu plus tard, la Guinée qui a toujours été un peu en dehors, vous savez qu'elle elle est restée en dehors du processus postcolonial par l'option qu'avait prise Sékou Touré de refuser l'Union française. Et la Guinée, après, disons, les derniers soubresauts du post-sécoutourisme, on pourrait dire, est entrée dans une épouvantable guerre civile aussi, dans les années 2008, avec le célèbre capitaine Dadis, qui était enfin, ce qu'on peut faire de pire dans le genre de personnage incontrôlable. Bon, la Guinée-Bissau est une sorte de narco-État qui a été
dont le contrôle a été pris en termes de puissance publique par les mafias essentiellement colombiennes, puisque toute la cocaïne qui vient en Europe arrive au large de la Guinée-Bissau. La Mauritanie, elle aussi, a connu un processus très difficile avec une démocratisation qui, en fait, s'est développée, qui a un peu dérapé et qui a donné un boulevard aux islamistes dans cette région. Bref, et quant au Sénégal, qui a cette vieille tradition démocratique, il était, pour mon malheur, puisqu'à l'époque j'étais effectivement en poste là-bas, il était menacé quand même, de changer de nature avec la velléité du président Wade de fausser le jeu démocratique et de transmettre le pouvoir à son fils, même s'il s'en défendait. Donc, dans cette période, jusque, je dirais, en 2010, en gros, c'est pour faire des choses un petit peu des saucissonnées, mais nous avions de très grandes turbulences sur cette Afrique côtière. Or, depuis 2010, c'est le contraire. Revenons à la carte. Depuis 2010, il y a des bonnes surprises. La guerre civile en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Bon, on peut contester la façon dont ça s'est fait, l'intervention française, tout ce que vous voudrez, mais enfin, le fait est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réunifiée, dirigée par un homme, on peut là encore discuter, mais qui est tout à fait respectable et raisonnable, on peut le penser. Le Libéria, pareil, dirigé par Madame Johnson, qui est une femme admirable et pleine de courage. La Guinée, processus électoral, donc voilà, Alpha Condé a été élu, alors bien, mal, peu importe, mais enfin, il y a eu un processus électoral, il s'est bien déroulé, le pays se développe, il n'y a pas de violence, il y a une liberté nette. Le Sénégal, alternance démocratique, qui s'est bien déroulée. Finalement, le président Wade a accepté la défaite des urnes, et il y a eu une alternance démocratique normale. Et la Mauritanie, pour faire bref, donc la Mauritanie, c'est elle aussi bien redressée. Alors, la Mauritanie, c'est compliqué parce que c'est un pays très complexe, c'est un pays de tribus, c'est un pays de nomades avec une grande complexité. La démocratie en Mauritanie, c'est très complexe. Enfin, le fait est qu'au pouvoir aujourd'hui, vous avez un homme qui est l'ancien général Abdelaziz, mais qui est un homme, en tout cas, qui est arrivé au pouvoir finalement, après une petite intervention internationale, et notamment sénégalaise, de manière démocratique, et qui est un homme raisonnable et en tout cas très déterminé à lutter contre l'insécurité dans cette région. C'est certainement aujourd'hui un de nos principaux alliés stratégiques dans cette région. Donc, vous avez en ce moment, au terme de ces 3 étapes décrites à grands traits, qu'il faudrait nuancer bien sûr, vous avez un redressement de toute cette zone côtière. L'Afrique de cette région, je ne parle pas de la Centrafrique, je ne parle pas de la République démocratique du Congo, je parle de l'Afrique côtière, cette Afrique va mieux. Cette Afrique va mieux et se retrouve sur la voie du développement. Et au fond, au milieu de tout ça, vous avez un trou noir qui s'est développé ces dernières années. Et ce trou noir, c'est le Sahara. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe, non pas sur la zone côtière, mais derrière. C'est-à-dire dans la zone saharienne. Cette immense bande saharienne qu'on ne représente pas là, puisque c'est une carte politique, c'est pas une carte physique. Mais enfin, il faut vous imaginer que de Nouadhibou, de Nouakchott, là, jusqu'en gros à Mogadiscio, bon, avec des variantes et des reliefs, bien entendu, vous avez une immense zone désertique, gigantesque. Alors une zone désertique pour nous, c'est la mer de sable d'Armenonville, si vous voulez, en gros. Mais beaucoup plus grand. Et en fait, ça sert surtout de lieu de communication. C'est-à-dire qu'il passe un monde fou dans le Sahara. Il suffit d'aller camper, d'aller passer une nuit au milieu du Sahara, vous voyez des phares partout. Il y a des tas de gens qui passent dans le Sahara. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Le Sahara est une sorte de mer intérieure dans lequel circulent des colonnes de gens de toute nature. Alors, il y a les caravanes de sel, il y a les nomades, il y a les peuples nomades, comme les Touaregs, bien sûr, les Toubous, etc., qui vivent dans cette région. Vous avez les trafiquants, tout genre. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cocaïne colombienne, elle arrive à Bissau, mais pour monter jusqu'en Europe, elle passe par de très nombreuses voies, des voies aériennes, des voies maritimes, mais aussi des voies sahariennes, très nombreuses.
Vous avez des trafics d'autres natures, par exemple les trafics de cigarettes depuis très longtemps, qui se font notamment à partir des ports de la région du Bénin et du Togo, qui montent à travers le Sahara. Enfin, le Sahara, c'est plein de monde. Voilà. Et ce Sahara, on va le voir juste après, c'est de là qu'aujourd'hui venaient les menaces. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que dans la décision qui a été prise d'intervenir dans cette région, il y a des considérations qui nous regardent, sécurité, lutte contre le terrorisme, mais il y a aussi et surtout et d'abord la réponse à une demande qui est la demande de tous ces dirigeants de ces pays d'Afrique côtière qui sont sortis du chaos, qui sont sortis de situations très difficiles, qui sont tous sauf des pantins, qui sont tous sauf des gens qui ont été installés par des puissances extérieures, ce sont des gens qui ont gagné des élections ou qui ont gagné le pouvoir par leurs propres moyens et qui ont demandé cette intervention parce qu'ils savent très bien que le pion malien était essentiel et risquait de faire tomber tout le domino de cette bande côtière fragile et qui est en train de sortir quand même la tête de l'eau ces dernières années. Alors, rapide, on continue. Voilà. Alors, parallèlement, pour mettre ça en parallèle avec ce qui se passe au-dessus du Sahara, juste en rappel, mais vous le savez. Dans les années 60-90, les pays du Maghreb, les pays de ce monde arabe étaient dominés par essentiellement des grandes figures du nationalisme arabe, Nasser et d'autres, et des monarchies pro-occidentales comme celle du Maroc ou des Émirats, etc. Bon, très schématiquement. Depuis 1990, il y a une montée en puissance de l'islamisme politique dans ces régions. Pourquoi 1990 ? En gros, c'est 1992, il faudrait dire, c'est l'annulation du deuxième tour des élections en Algérie, en gros, c'est-à-dire la fin de l'espoir d'un islamisme politique légal, si je puis dire, et l'arrivée sur la scène de groupes armés, de gens qui étaient issus de ce monde et qui ont commencé à se rebeller. Pourquoi 1990 ? Aussi parce que c'est la fin de la guerre en Afghanistan, la guerre russe en Afghanistan, disons, et tous les groupes qui avaient été financés par l'Ouest, sans qu'on regarde beaucoup de qui il s'agissait, les Matyar, les Al-Qaïda, etc., se retrouvent maintenant, j'allais dire, orphelins de la guerre en Afghanistan et vont se mettre à nourrir d'autres desseins qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus lointains. Et en tout cas, ils vont passer à la lutte armée au niveau mondial. Alors, avec tout, je reviens pas sur le 11 septembre et autres et tous les développements de cette affaire. C'est quand même important, c'est de savoir que l'islamisme politique a changé de nature pendant cette période, cette période 90-2010. Il a commencé, l'islamisme politique armé, radical, a commencé avec avec des ambitions nationales. C'est-à-dire que les islamistes algériens, en gros, faisaient la guerre en Algérie et contre l'armée algérienne. Bon. L'arrivée là-dedans du modèle Al-Qaïda, c'est le changement de perspective, c'est-à-dire que ces islamistes, à partir de là, n'ont plus à voir, à partir du 11 septembre en particulier, n'auront plus comme principal ennemi le pays dans lequel ils se trouvent, mais une perspective beaucoup plus vaste, qui est celle d'Al-Qaïda, c'est-à-dire d'un djihad mondial. Autrement dit, frapper les États-Unis, la France, les ennemis de l'islam, et non pas seulement les pays dont ils sont originaires. Alors, c'est pendant cette période que se déroule, c'était pas l'objet de cet exposé, c'est pour ça que je l'ai pas mis là, mais enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant cette période que vont se constituer les groupes armés que nous retrouvons au Mali aujourd'hui. Ces groupes armés étaient à l'origine des Algériens. Ce sont des groupes qui ont commencé comme étant des groupes donc du GIA, du GSPC, enfin tous ces groupes armés qui agissaient dans le cadre de l'Algérie. Le centre, la tête de ces groupes d'ailleurs, se situe dans le nord de l'Algérie. Et ils y sont toujours d'ailleurs. Oui, pratiquent des prises d'otages, etc., mais personne n'en parle. Bon. Et puis il y a un certain nombre d'entre eux qui vont être repoussés par la répression et qui vont être repoussés où
dans le Sahara. C'est-à-dire que l'Algérie va en quelque sorte expulser, évacuer ses ennemis intérieurs, et elle va les évacuer dans l'espace saharien. Si on peut reprendre la carte un instant, vous voyez que l'Algérie a un immense territoire saharien, d'immenses frontières sahariennes, et ça va être assez simple. Au fond, l'Algérie va repousser une grande partie de ses combattants dans cet espace. Normalement, ils auraient dû y mourir. Je veux dire que, en bonne logique, se retrouver dans le désert, si vous faisiez ça, je veux dire, aux uns et aux autres, n'est-ce pas, je pense qu'on crèverait. Mais eux, pas du tout. Au contraire, ils ont trouvé là, avec beaucoup d'intelligence, les moyens de s'organiser, de survivre et de se développer, mais de se développer non plus contre la seule Algérie, mais dans une perspective mondiale. C'est à ce moment-là qu'ils se sont franchisés Al-Qaïda et qu'ils ont créé, à partir de 2005, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui dit bien, dans son nom même, qu'il ne s'agit plus de se battre contre l'Algérie, mais avec une perspective plus globale. Et alors, si vous pouvez me remettre la carte, avec cet espace-là, ils ont, à partir du moment où ils ont résolu le problème logistique, c'est-à-dire où ils arrivent à survivre dans le désert, ce qu'ils ont fait assez facilement, parce que d'abord ce sont des hommes rudes, et puis ils ont noué des liens avec les trafiquants, avec un petit peu tout le monde, pour arriver à survivre. Dans cet espace, alors là c'est le bonheur, parce que vous ne pouvez pas exercer un droit de suite d'un pays à l'autre. Autrement dit, quand les Mauritaniens poursuivent ces groupes armés et qu'ils arrivent à la frontière du Mali, ils sont obligés de s'arrêter. Vu de l'extérieur, la frontière du Mali, c'est rien. C'est du sable. Mais elle est là. Et s'ils transgressent, bien, on ne peut pas les poursuivre. Donc, ces groupes armés ont utilisé cette zone d'une façon très intelligente, en se fondant, j'allais dire, dans cet espace morcelé, qui n'est pas morcelé physiquement, mais qui est morcelé politiquement, et qui leur permet de se protéger, de trouver des refuges dans les endroits les plus faibles. Ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui, d'ailleurs. L'autre bonheur qu'ils ont découvert dans cette région, c'est que la technique qui est utilisée par ces groupes armés depuis très longtemps, et qui l'est toujours d'ailleurs sans que personne n'en parle dans le nord de l'Algérie, c'est-à-dire la prise d'otages, elle était beaucoup plus rentable dans cette région. La prise d'otages en Algérie, elle se pratique tous les jours, sans qu'on en parle, dans la région du Nord. On prend en otage un camionneur, un chef d'entreprise, etc. Puis on paye un petit peu, puis tout le monde s'en fout. Dans la région, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que on peut prendre en otage des Occidentaux. Et ils sont beaucoup moins protégés. Au début, je parle des années 2005, etc. Beaucoup d'ONG, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens dans cette région, beaucoup de touristes. Et donc la prise d'otage est devenue une industrie qui a été extrêmement rentable, dans un premier temps. Dans un premier temps aussi, ces groupes armés ont pris en otage surtout des nationalités relativement neutres et qui payent bien. Les Suisses, les Autrichiens, vous voyez, des gens comme ça. Sérieux, qui ne discutent pas. Voilà. Et les Canadiens, etc. C'est d'ailleurs très intéressant. Moi, j'ai rencontré il y a un Canadien, Robert Fowler, qui était un diplomate canadien qui a été pris en otage par les groupes armés, qui est resté 3 mois. Puis les Canadiens, probablement, ont dû cracher au bassinet. En tout cas, il a été libéré. Il m'a raconté que quand il était avec eux, quand il était en plein désert, donc dans le nord du Mali, il disait, on était gardés. Bon. Alors au début, on se disait, c'est normal, on est prisonnier, on est gardé. Puis après, on se disait, mais pourquoi ils nous gardent? De toute façon, même si on s'enfuit, on est dans le désert. Ça sert à rien, c'est ridicule. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que s'ils sont gardés, ce n'est pas du tout pour les empêcher de s'enfuir, c'est pour les abattre immédiatement si une opération, si quelque chose de suspect arrive autour. Ce qui, encore une fois, est à prendre en considération dans ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la sanction de la prise d'otage, c'est la mort. C'est sans aucune espèce de discussion possible. Et donc, dans un premier temps, ils ont pris en otage surtout des nationalités solvables et peu politisées, je dirais. Et puis, il y a eu un tournant à partir de 2007, et ils ont commencé à s'en prendre à des Français. Et là, l'affaire est devenue plus politique, parce que s'en prendre à des Français, c'est autre chose.
les revendications étaient plus politiques. On a commencé à entendre parler de l'affaire du voile, des choses qui, notre intervention en Afghanistan, enfin, des revendications pas uniquement financières, mais aussi d'ordre politique. Et c'était contemporain du passage de ces groupes sous le label Al-Qaïda, c'est-à-dire nous ne sommes plus uniquement des trafiquants ou des gens qui se battent dans notre propre pays, nous avons une ambition mondiale beaucoup plus large. Voilà. Donc dans cette période vont se constituer ces groupes armés. Bon, ces groupes armés, il faut bien voir une chose, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Alors, on parlera du Mali tout à l'heure, mais dans la version originelle, c'est-à-dire AQMI, ça représente quelques centaines de personnes, pas plus. Pas plus, qui sont très bien organisés, qui sont très efficaces, mais pas plus. La guerre au Mali a démultiplié ce nombre, mais de façon un peu artificielle, parce qu'elle a opéré une fusion avec les Touaregs, qui ont une autre problématique. Alors on les comptait en disant il y a beaucoup de monde, mais non, c'est un mélange. Et puis avec la création de groupes intermédiaires, purement maliens, alors là pour le coup, comme en Sardine, etc., qui avait une sorte de version, qui était une version locale un petit peu de ça. Mais à l'origine et à la base, et pendant des années, les Katiba, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, du Nord Mali, du Sahara, regroupaient quelques centaines de personnes. Mais avec des dégâts considérables. C'est-à-dire, premier dégât, disparition des ONG pratiquement, parce qu'il est aujourd'hui, quand vous dirigez une ONG, envoyer quelqu'un là-bas, c'est envoyer quelqu'un, enfin, un expatrié, c'est l'envoyer à la mort. Bon, donc évidemment, on hésite. Pourtant, ce sont des régions qui avaient des programmes de coopération, et notamment de coopération décentralisée, très nombreux. Hein. Il y avait énormément de monde dans ces... beaucoup d'ONG, notamment beaucoup de collectivités locales françaises qui avaient au Niger, au Mali, etc., des programmes de développement, évidemment. Grande panique, il a fallu retirer tout le monde. Les touristes ont disparu. C'était des régions qui vivaient aussi en grande partie avec le tourisme. Tombouctou, la vallée du Niger, Mopti, le pays d'Ogon, bon, c'était des régions touristiques. Ce tourisme a disparu. Et puis, dans une étape supplémentaire, évidemment, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont touché des zones industrielles, l'enlèvement des Français dans les mines d'uranium, les Français d'Areva à Arlit, dans le nord du Niger, et même jusque dans les capitales, puisque vous vous souvenez des 2 Français qui ont été enlevés dans un restaurant à Niamey et qui ont été tués quand on a essayé de les libérer. Donc, un danger, une sorte de trou noir qui se creuse et dont l'origine, encore une fois, est... C'est ce que sont toujours dit les Maliens. On toujours dit cette guerre n'est pas la nôtre. Cette guerre est importée chez nous. Et c'est pas totalement vrai parce que le problème Touareg est malien. Enfin, entre autres. En tout cas, ça a rien. Mais pour beaucoup, le problème terroriste est un problème importé, en effet. C'est un sous-produit des convulsions, je dirais, du monde arabe qui s'est développé vers le sud. Et alors, il est évidemment beaucoup plus facile pour ces groupes d'essayer de se développer vers le sud que vers le nord. C'est évident, parce que l'Algérie en particulier, quand même, bon, même s'il y a eu la prise d'otage, enfin l'attaque de la raffinerie récemment, l'Algérie, c'est une puissance dans la matière. C'est une puissance forte. Puis ils savent que, bon, ça rigole pas avec les Algériens. Vous avez vu le résultat de l'attaque, 50 morts, bon, voilà, après on discute. Donc, c'est... Évidemment, les pays du Sud sont beaucoup plus fragiles, sont beaucoup plus difficiles. Et en plus, ce sont des pays qui sont morcelés d'un point de vue religieux, avec des zones de contact, notamment entre chrétiens et musulmans, qui traditionnellement se passaient bien, mais qui ont tendance à se passer de moins en moins bien, notamment au Nigeria, sous l'effet de groupes locaux, comme Boko Haram, etc., qui ne sont que des filiales d'ailleurs de cet ensemble, qui ébranlent toute cette zone. Voilà. Alors on peut revenir à... Là, voilà. Non, voilà. Alors, là-dessus se greffent les printemps arabes. Et finalement, on a une zone qui est, elle aussi, en mouvement rapide, mais un peu inquiétant, notamment en Tunisie. Bon. L'Algérie ne bouge pas, le Maroc ne bouge pas, la Mauritanie tient bon.
Et puis la Libye, évidemment, et le siège d'une intervention armée, sur laquelle on pourra discuter si ça vous intéresse. Peu importe ses motivations et le jugement qu'on porte sur cette opération, le fait est que, en ouvrant le coffre-fort libyen en matière notamment d'armement et de mercenaires, on a apporté, j'allais dire, le coup de grâce. C'est-à-dire que dans cette région centrale qui était déjà fragile, on a fait circuler un nombre d'armes considérable à la suite de la guerre en Libye. On a fait redescendre dans cette région saharienne des gens qui se trouvaient en Libye et qui étaient plus ou moins utilisés par Kadhafi ou contre Kadhafi, enfin qui étaient en tout cas plus sur le territoire libyen et qui se sont rabattus sur le Sahara. Et donc toutes les conditions ont été créées pour que le Mali soit vraiment la zone où se concentre vraiment. Vous voyez, c'est presque comme une tragédie. On voit la mise en place de l'affaire et on voit que le Mali est au centre de cette problématique aujourd'hui. Alors, bon, je crois que le reste de l'exposé n'avait pas de rapport avec ce que je voulais raconter aujourd'hui. Oui, si, c'est-à-dire que c'était surtout sur la France et l'Afrique, voilà. En disant, c'est à la fois une zone de menace, mais ça date d'avant la France et l'Afrique. Zone de menace et aussi zone de coopération. Hein. Alors, zone de menace, les dangers sahariens, ça j'en ai parlé, bien entendu, qui sont des dangers réels. Hein. Je veux dire que là-dessus, et vous verrez, ce sera ma conclusion, mais je pense que l'intervention telle qu'elle a été menée, en tout cas, on peut faire des commentaires sur telle et telle méthode utilisée, mais en tout cas, dans le principe, elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce qu'elle répondait à une demande, bien entendu, une demande africaine, à une nécessité de stabilisation dans cette région. Et puis, elle était nécessaire parce que ces groupes sont, à l'évidence, ces groupes terroristes, à l'évidence, ont pris depuis maintenant 2005 comme objectif de frapper la France. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Leur objectif est de frapper la France. Ils ne sont pas parvenus encore à faire le joint sécuritaire qui leur permet d'avoir une correspondance, j'allais dire, étroite, directe, avec des groupes qui se trouvent ici. Hein. Autrement dit, Mohamed Merah et Abu Zaïd, il n'y a pas encore le joint. C'est encore bon. Mais il est absolument certain que si un État sous la coupe de ces groupes s'était constitué au Mali, dans le centre, dans le cœur du Sahara, c'était une menace mortelle tout de suite pour les pays de la zone, ça c'est sûr, mais à terme aussi pour nous. Parce que leur objectif, encore une fois, n'est pas local, il n'est plus local depuis longtemps, il est international. Et alors, même s'ils ont chacun des sous-groupes ont des agendas, comme disent les Anglais, différents, mais parmi eux, AQMI reste un ennemi un groupe dont l'ennemi c'est la France, ça c'est tout à fait clair. Alors, zone de menace, pourquoi ? Le Maghreb, entre islamisme et réaction militaire, c'est ça fait déjà un moment que j'avais fait ce truc, mais c'est vrai que au fond, ça reste vrai. C'est-à-dire que, au fond, quel est l'avenir aujourd'hui de la Tunisie ? Quel est l'avenir, si on élargit jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte ou de la Libye ? Comment les choses vont-elles se terminer ? Est-ce qu'il y aura une réaction militaire, une nouvelle dictature, une nouvelle forme de stabilisation par les armes ? Est-ce qu'au contraire, l'islamisme va devenir plus radical, plus rude et s'aggraver, avec évidemment des menaces directes sur des choses tout à fait simples comme le droit de la famille, bien sûr le statut de la femme, etc., les libertés publiques et tout ça. Il y a là évidemment une zone en ce moment qui est une zone d'incertitude, disons, pour ne pas parler de menace, en tout cas d'incertitude grave. Et puis l'Afrique subsaharienne, pour parler toujours des menaces, après je parlerai de choses plus positives, c'est le croisement d'États faibles et d'une mondialisation qui est très mal maîtrisée. Pourquoi elle est mal maîtrisée ? Parce que ces pays se sont ouverts, donc c'est un peu le revers de la médaille, si vous voulez. Les pays dont j'ai parlé en disant qu'ils allaient mieux, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., ils vont mieux, oui, mais ils se sont ouverts à des tas de partenaires qui ne sont pas toujours très désintéressés ni de très bonne influence. Bon.
savez que les Chinois, on en pourra parler, les Chinois jouent un rôle dans cette zone, et dans bien d'autres zones d'ailleurs, qui est un rôle quand même éminemment ambigu. Ce sont des prédateurs économiques qui viennent se saisir des ressources au mépris des règles écologiques, sociales, tout ce que vous voudrez. Et les Africains commencent à s'en rendre compte. Des pays qui sont nos meilleurs amis, des grands champions de football comme le Qatar par exemple, etc., ou les pays du Golfe ont aussi des diplomaties assez ambiguës dans ces pays et dont on ne connaît pas exactement l'effet à terme. Et comme l'Iran aussi. Moi, j'ai vécu dans une période au Sénégal où l'Iran était le grand amour du président Ouad. Quand il allait tout le temps à Téhéran, il s'embrassait sur la bouche ou presque avec M. Ahmadinejad. C'était des spectacles difficiles. Mais enfin, moi, je suis pour l'amour, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, jusqu'au jour où les Sénégalais ont découvert, dans un bateau qui a été arraisonné, je crois, c'était au Togo, que les Iraniens envoyaient des armes à la guérilla de Casamance. Voilà. Et à ce moment-là, rupture des relations diplomatiques, fin du Pax, etc. Donc, bon, l'effet de ces nouveaux partenaires est très ambigu et un peu inquiétant parce que, évidemment, ils trouvent la matière à mener des politiques qui ne sont pas toujours ni très claires ni très favorables. Avec des choses aussi dont on pourra parler, les achats massifs de terres, les Coréens par exemple, qui achètent des terres arables dans des quantités considérables. On ne sait pas très bien ce qu'ils veulent y faire, en faire, etc. Bon, tout ça est un peu préoccupant. Et en face de ça, des États qui restent faibles, hein, on le voit avec la crise malienne, des armées qui restent relativement faibles, des structures étatiques qui restent faibles, et donc même quand ça va mieux, qui ont besoin évidemment d'appui très très fort, avec toujours la perspective de crise alimentaire, écologique aussi, et de migration. Alors ça, c'est l'aspect menace. Maintenant, la diapositive suivante. En même temps, c'est une zone d'influence dans laquelle nous continuons d'avoir vraiment des choses en commun très très importantes. D'abord, une histoire commune. Vous savez, l'histoire commune, elle est difficile à habiter. Et je me suis posé ce problème presque tous les jours au Sénégal, parce que François racontait les difficultés au quotidien avec le pouvoir sénégalais. Mais moi, j'ai été plus intéressé d'avoir un échange avec la société civile, avec tout le monde là-bas. Et c'est vrai qu'incarner la France avec ce que peut représenter le fait que nous sommes l'ancien colonisateur, c'est difficile, c'est pas évident. Mais en même temps, je me suis rendu compte que très souvent, nous exagérons nous-mêmes le caractère négatif de cette histoire commune. Cette histoire commune, elle est évidemment douloureuse. Évidemment, il y a l'esclavage. Évidemment, il y a la colonisation. Évidemment, il y a tous les reproches qui peuvent nous être faits et qui sont graves, bien entendu. Mais il y a aussi une sorte de partage des souffrances, des espoirs, de l'histoire, quoi, tout simplement, qui fait que lorsqu'on parle aux Africains, dans l'expérience que j'avais qui était plutôt au Sénégal, de tout cela, on se rend compte que pour eux, si on n'arrive pas avec une culpabilité en bandoulière en disant je demande pardon, si on les laisse parler, si on les laisse s'exprimer, leur lien avec la France est riche. Et ils sont les premiers à revendiquer une sorte d'histoire commune avec nous. Et au fond, ce qu'ils nous reprochent, c'est presque le contraire. C'est presque de ne pas les considérer suffisamment comme faisant partie de notre histoire et de notre peuple. Et c'est pour ça qu'ils vivent très difficilement toutes les restrictions qui sont faites à leur circulation, aux échanges, etc. Parce que eux continuent d'être quand même très proches de la France, continuent d'écouter nos télévisions, continuent de jouer au PMU. C'est toujours... Bref, donc il y a là une histoire qu'il ne faut pas lire uniquement de façon négative. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et je l'ai toujours fait là-bas et ça a toujours été très fructueux parce que c'est la réalité. La langue, c'est pareil. Notre langue est... Alors on peut la voir comme une langue impérialiste, comme ce que vous voulez, mais aussi, vous savez, c'est aussi la langue internationale de beaucoup de ces pays et ils en ont conscience. Et je crois qu'il ne faut pas forcément chercher à mettre notre langue en concurrence avec les langues locales, alors dans certains pays elles sont très nombreuses, dans d'autres pays comme le Sénégal il y en a une principale, le Wolof qui donc domine,
il faut se dire que le français est la première langue internationale et que cette langue, elle donne une ouverture considérable. Et ceux qui parlent français, c'est ceux aussi qui parlent anglais, c'est ceux qui vont apprendre le chinois. Je n'ai jamais vu personne dans ces pays, qui ne parlait pas français, mais qui parlait le chinois. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu personne parler autre chose que du mauvais anglais quand il ne parlait pas français. Ça va ensemble, c'est-à-dire que le français est une porte ouverte vers les autres langues, vers le monde entier, et par conséquent, là encore, c'est plutôt un atout. Des populations mêlées, oui, évidemment. Les liens sont énormes. Bon, ce sont des liens qui sont parfois éphémères, les étudiants qui viennent, bon, il y a 10 000 étudiants sénégalais en France, bon, par exemple, mais ce sont des liens aussi beaucoup plus profonds, avec des mariages, avec des gens qui sont installés, avec des générations, 2, 3, etc., qui vivent en France, et par conséquent, là encore, c'est très important. Des institutions issues de la décolonisation, alors ça c'est plus discutable, mais elles continuent d'exister, notamment le franc CFA, qui est peut-être la seule, parce que bon, la SECNA aussi, mais ça, vous savez, c'est le contrôle aérien, bon, c'est moins important. Mais le franc CFA, il y a toujours des débats sur le franc CFA, ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, etc. Mais ça reste quand même un élément très important de stabilité monétaire dans ces régions. Voilà. Et puis la France, évidemment, a continué de jouer un rôle dans les crises récentes. Mais ce qui ne pouvait pas figurer là-dessus, c'était le Mali. Parce que dans les crises récentes, au Tchad, en Mauritanie, en Libye, etc., notre rôle, même si on considère qu'il est positif, a toujours été contesté. On nous a toujours trouvé des idées derrière la tête. Sur la Libye, c'était le pétrole. Sur la Côte d'Ivoire, c'était les ressources locales, etc. Bon. Sur le Mali, je crois que la France a joué une carte qui nous a donné un crédit énorme dans cette région. C'est une des interventions les plus incontestables dans une histoire récente. Et on comprend pourquoi, je l'ai expliqué, ces pays étaient les premiers demandeurs et étaient les premiers menacés au cas où on les aurait laissés tomber. Et tous les nouveaux partenaires, tous les gens qui viennent faire du business ou embrasser les chefs d'État sur la bouche, ceux-là ne se sont pas précipités. Il n'y a que nous qui sommes allés le faire. Et je crois que les Africains le savent et que nous avons joué là une carte qui est considérable pour montrer, non pas pour que c'était une stupidité de dire que c'était une opération postcoloniale, c'est une stupidité. C'est le contraire, c'est une opération qui s'est faite à la demande de pays souverains qui ont parfaitement pris conscience que leur existence même était menacée si on n'intervenait pas. Ensuite, je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Oui, bon, parce que c'était surtout sur l'influence. Bon, donc c'était, voilà, c'est vrai que notre influence en Afrique est un peu en perte de vitesse, ou était en perte de vitesse. Hein. Encore une fois, le Mali va, je pense, changer beaucoup la donne. Là, je vais m'éloigner un petit peu de ça pour conclure autour de l'opération malienne actuelle. Vous pouvez passer la suivante. Oui, oui, ça c'était plus sur le. J'avais mis. Oui, donc c'est sur l'influence. Bon, il y avait un certain nombre de propositions. Associer l'Europe, bon, c'est très important. On n'est plus seul en Afrique, c'est évident. En matière de coopération notamment, l'Union européenne est fondamentale, très importante. On continue trop souvent à jouer seul. Hein. Et là, c'est vrai que dans l'affaire malienne, on a redoré notre blason, mais ça n'est pas une raison pour se passer de l'Europe, bien au contraire. C'est une raison plutôt de motiver l'Europe à s'intéresser à l'Afrique. C'est le contraire. Alors, se débarrasser des vieux réseaux France-Afrique, alors là, on pourrait en parler toute la soirée. Les vieux réseaux France-Afrique sur fond de crocodile, n'est-ce pas ? Ça existe, ça existait, ça existera, j'espère, de moins en moins. J'ai toujours pensé, pour les voir agir, pour essayer de résister à leur pression, que ces réseaux France-Afrique ne résolvent que les problèmes qu'ils ont créés. C'est d'ailleurs quelque chose dans lequel ils excellent, c'est-à-dire qu'ils vont voir un chef d'État et ils lui disent Sarkozy, t'aimes pas, hein. Mais enfin, je peux arranger ça peut-être. Bon, avec quel chèque, je peux peut-être arranger ça. Alors après, ils vont voir Sarkozy, ils lui disent, vous savez, le machin, il n'est pas tellement. Enfin, bon, on peut peut-être arranger ça. Bref, et après avoir jeté le fiel dans l'affaire, eh bien, ils sortent triomphants et ils arrangent les choses. Bref, ces réseaux France-Afrique ne fonctionnent aujourd'hui que comme des reliquats
d'une ancienne politique qui était celle de Foccart, qui avait à ce moment-là un sens. Bon, on l'apprécie ou pas, la politique de Foccart avait un sens. C'était une politique impériale, c'était une politique, encore une fois, destinée à garder la mainmise sur un empire et avec, en son de temps, des moyens, et en mettant les moyens avec un parfait cynisme. Bon, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Ce sont des réseaux qui se sont autonomisés, des gens qui font ce business. Mais ni nos contrats économiques, ni notre position politique ne dépendent de ces gens-là. Et c'est même le contraire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une politique européenne, quand vous voulez travailler avec les Anglais, les Espagnols, etc., sur l'Afrique, la première chose qu'ils vous disent, d'accord, mais laissez vos barbouzes dehors parce qu'on en a marre de voir ces... Bon. Alors, c'est très très important. Et je pense que ce combat est en train d'être gagné. Bon, responsabiliser de nouveaux partenaires, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est un peu tout seul. On est un peu tout seul. Alors la Chine se précipite pour signer des contrats, y compris quand il y a un coup d'État fait par un dictateur. Il se précipite pour une mine, un truc, un forage, n'importe quoi. Mais les pays émergents aujourd'hui représentent une masse très importante qui doit dégager aussi une coopération, si elle veut être cohérente avec elle-même. Si le Brésil veut être une grande puissance, il faut qu'il soit aussi engagé dans la coopération. La Russie, pareil, et même la Chine. Et même la Chine, dans les réunions de bailleurs avec l'Afrique, on peut faire entrer ces gens-là. C'est important de les responsabiliser. C'est eux qui ont l'argent aujourd'hui et il faut les associer. Alors, faire évoluer notre image en Afrique, bon, ça c'est pour mémoire. Et la sécurisation de l'environnement des affaires, oui, c'était pour mémoire. C'était pas vraiment le sujet. La dernière truc était, évidemment, un clin d'œil. Mais ça a été pris sur le vif, bien entendu, puisque Chirac était venu à Dakar et c'était après le discours de Dakar. Donc, si vous voulez, il y avait un peu de tension. Et donc, je l'avais pas reçu à la résidence. Je l'avais invité au restaurant, dans un bon restaurant qu'il aime beaucoup. Et puis il m'a dit, pendant le déjeuner, il m'a dit, mais... Alors je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous ai invité ici parce que aujourd'hui c'est l'arbre de Noël des enfants à la résidence. Il y a 300 gamins. Et il me dit, qui donne les cadeaux? Je dis, je ne sais pas, j'y vais. Et alors, il est venu, alors je me suis caché derrière un arbre, là, un arbre vert. Je lui ai dit de le rester derrière. Je suis venu et j'ai dit aux gamins qui étaient assis sur les marches, là, comme ça, j'ai dit, vous allez voir les enfants cette année, le Père Noël, vous savez pas qui c'est? Et Chirac est sorti en disant, bonjour les enfants. Et il a eu un grand succès. C'est très important ce facteur humain, parce que vous savez, en Afrique plus qu'ailleurs, mais je pense qu'en Afrique, peut-être comme ailleurs, mais plus qu'ailleurs encore, parce que... bon, là on est entre nous, mais je peux le dire, Sarkozy pouvait faire ce qu'il voulait. Malheureusement, après le discours de Dakar, il était plombé en Afrique. Voilà. Chirac, il descendait d'avion, il disait « il fait beau aujourd'hui », tout le monde disait « formidable, comme il aime l'Afrique, etc. » Bon. C'est comme ça. Et ben voilà. Alors où en sommes-nous? Et je conclurai là-dessus. Où en sommes-nous avec cette guerre au Mali? Et je voudrais conclure là-dessus. D'abord, cette guerre au Mali est sortie un peu... Je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais en tout cas, nous a beaucoup étonné, tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, parce que ce gouvernement, enfin depuis l'élection présidentielle, on n'avait pas l'impression que l'Afrique faisait partie vraiment des sujets prioritaires. Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui a de très grande qualité, mais qui n'est pas vraiment orienté sur les questions africaines. Nous avons un ministre de la Coopération qui a disparu. On l'a remplacé par un ministre du Développement, mais qui est un écologiste et qui est plutôt un ministre du Développement durable, qui est un homme assez dogmatique, compétent, mais assez dogmatique sur les questions de développement durable, etc., qui voit l'Afrique par ce prisme, hein, beaucoup plus environnemental que social, même s'il s'en défend, je veux dire, c'est quand même comme ça. Bon, donc l'Afrique avait un peu disparu des écrans radars. Et puis, elle est revenue au premier plan avec cette intervention. Ça n'est pas forcément plus mal que, finalement, on ne se soit pas occupé de l'Afrique. Parce que pendant cette période, finalement, on a un peu purgé le système, justement, notamment des vieux réseaux France-Afrique. C'est vrai que ces derniers mois, les réseaux France-Afrique ont été un peu mis au régime sec. Ils n'étaient plus reçus, ni à l'Élysée, ni nulle part. Bon, voilà. Il y a eu aussi une normalisation, c'est-à-dire que la cellule africaine de l'Élysée a été réduite, confiée à quelqu'un qui est plutôt junior, disons, et les affaires africaines sont redevenues des affaires
étrangères, c'est-à-dire qu'elles sont devenues la compétence du Quai d'Orsay avec une direction Afrique qui, comme la direction Amérique, comme la direction Asie, etc., au Moyen-Orient, a pris, j'allais dire, l'autorité sur cette politique, ce qui est une bonne chose, car le fait d'avoir ce domaine réservé purement élyséen n'est pas normal, et ça contribuait à rendre les affaires africaines opaques. Donc tout ça est plutôt bien. Cette opération, encore une fois, elle était nécessaire, j'en suis convaincu. Elle était courageuse. Il faut saluer cette décision parce qu'elle a été certainement difficile à prendre, je veux dire. Elle est dangereuse à terme parce que si effectivement la présence française se prolonge dans cette région, il peut y avoir des dangers dans la mesure où ces groupes sont des groupes qui ne sont formés que à la guérilla. Donc ça relativise la victoire militaire, si vous voulez, parce que c'était quand même pas la 4e armée du monde qu'on avait en face de nous. C'est normal qu'avec 4000 hommes, ils aient détalé, normal. Mais les connaissant, comme on les observe depuis des années, ces groupes sont toujours là. Simplement, ils sont disséminés et ils vont pratiquer la guérilla. Cette guérilla, c'est pas non plus l'Afghanistan. Il ne faut pas non plus exagérer, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de population locale, ou très peu. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de se cacher. Et deuxièmement, il y a un antagonisme évident entre les groupes Touaregs en particulier, les groupes de population locale, et ces groupes au fond algériens, essentiellement d'origine, même s'ils sont un regroupement un peu plus large, qui sont les groupes d'AQMI. Donc on n'a pas en face de nous un ennemi très solide, et je pense qu'on va revenir à une situation dans laquelle nous aurons le problème Touareg qui reste là, qui est un complètement, malheureusement, entier, parce qu'il n'est pas réglé du tout. Il va peut-être même s'aggraver dans la mesure où les Touaregs ont joué un jeu dangereux d'alliance avec les islamistes. Mais à part ça, on va avoir AQMI, c'est-à-dire 300 bonshommes qui se baladent dans le désert et qui seront plutôt en plus mauvaise posture qu'avant, hein, parce qu'ils n'ont plus de base, ils sont bombardés, l'armée algérienne les bombarde, etc. Donc je crois que voilà, faut pas s'exagérer les dangers, mais en tout cas, il faut repartir assez vite avec une composante interafricaine qui se développe. Je trouve un peu méprisant, si vous voulez, la façon dont on parle des armées africaines. Moi, j'ai assisté, puisque nous avons une grosse coopération militaire avec le Sénégal, à des manœuvres conjointes entre les armées sénégalaises, burkinabées, etc. Et j'ai trouvé des soldats qui sont de bonne qualité, qui sont d'ailleurs engagés dans les opérations de maintien de la paix depuis très longtemps, hein. Vous avez des Sénégalais dans beaucoup d'opérations de maintien de la paix et qui sont des gens de valeur, que l'ONU apprécie beaucoup. Donc, ils sont peut-être pas armés pour faire une reconquête. Bon, ça c'était certain. Mais en revanche, pour assurer la sécurisation d'une zone qui aura été, j'allais dire, libérée, entre guillemets, nettoyée des terroristes, ils sont parfaitement capables, notamment les Tchadiens, qui sont très bien équipés, les Nigérians aussi. Et aujourd'hui, notre point d'appui en matière militaire, c'est surtout la Mauritanie, qui ne le crie pas sur les toits, mais quand il s'agit d'utiliser des hélicoptères d'attaque ou des avions un peu voyants, on les met plutôt à Attar aujourd'hui qu'à Dakar. Donc voilà cet ensemble. Et je crois que pour finir, lutte contre le terrorisme, non. Ça n'est pas comme ça qu'il faut présenter cette affaire. Nous avons contribué à libérer un pays africain. Et nous n'allons pas nous lancer dans une guerre contre le terrorisme comme l'avait fait George Bush. Il faut savoir s'arrêter, se dire que nous avons répondu à une demande, que nous avons rempli une mission et que maintenant il faut s'en aller et passer à autre chose, qui est de dire pourquoi sommes-nous allés là ? Parce que nous tenons à cette Afrique, parce que nous tenons à ce qu'elle aille mieux, ce qui est le cas, et parce que nous restons plus que jamais des partenaires de cette région du monde, des partenaires pour son développement et pour le nôtre, parce que notre destin, qu'on le veuille ou non, est lié à ces régions. Voilà, merci beaucoup. Bon, c'était très bien, enfin, vous avez vu, très intéressant, très enrichissant, très éclairant. Simplement, ça a été un peu plus long que notre coutume ne nous y invite. Donc, je vous propose 5 questions. Sachant que j'ai l'heure affichée au fond. 5 questions.
et alternativement masculine et féminine, comme c'est notre habitude. Non, c'est parfait, c'est très bien. Tu peux pas expédier ça en 20 minutes, c'est possible. Alors, pourriez-vous nous parler des problèmes Touareg au Mali qui ont déjà soulevé plusieurs conflits depuis une vingtaine d'années? Je voulais parler des conflits Touareg au Mali qui ont déjà provoqué beaucoup de conflits armés depuis une vingtaine d'années. Merci. Vas-y, oui, c'est mieux que tu répondes. C'est un sujet très compliqué parce que les Touaregs ne sont pas seulement au Mali. Et il n'y a pas que des Touaregs au nord du Mali. Vous avez des populations, notamment les Songhai, qui sont très nombreux dans cette région, et des populations d'origine arabe, etc., qui ne voient pas du tout d'un bon oeil le fait de faire une équation Touareg égale Sahara. Il n'y a pas que les Touaregs dans le Sahara. Et les Touaregs sont dans l'ensemble de cette région, c'est-à-dire qu'ils sont aussi au Niger, ils sont aussi en Algérie, ils sont au nord du Mali, et ils sont même dans l'est de la Mauritanie. Le problème, c'est que ils ont été à l'évidence discriminés, c'est une évidence pendant des années. Et une des conditions qui a été mise, c'est la pression faite sur le gouvernement malien pour ne pas revenir au statut précédent et faire en sorte que les Touaregs progressent, disons, dans leurs revendications. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis la barre très haut, parce qu'ils avaient déclaré leur indépendance avec le MNLA, qu'ils ont fait des alliances désespérées mais dangereuses. Ils se sont retournés après, d'accord, mais qu'ils ont fait alliance avec les islamistes et qu'on ne va pas leur pardonner facilement. Donc je crains que le problème Touareg aujourd'hui soit plutôt plus difficile à résoudre qu'il ne l'était auparavant. Et je ne pense pas, je sais que pour avoir participé à de nombreux débats avec des Maliens, etc., je sais qu'à chaque fois qu'on parle de cette situation et qu'on arrive au problème Touareg, ça se durcit terriblement. Et les Maliens du Sud, qui sont, je vous le rappelle, les anciens esclaves des Touaregs, mais c'est pas la seule raison, sont extrêmement raides sur ce sujet. Donc là-dessus, je ne vois pas du tout les solutions. Hier, ou note en bas de page, est-ce qu'il n'y a pas maintenant une possibilité inédite d'une ambiance détendue, parce que peut-être les Touaregs peuvent être les alliés du gouvernement malien dans la surveillance de ces zones qui autrement vont servir de refuge à la guérilla que tu évoquais. Il me semble que du point de vue de la dynamique géostratégique du coin, une petite porte risque de s'ouvrir. Oui, c'est possible, mais j'en doute un peu parce que ça marche avec nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous dire ça, ils vont jouer ce jeu d'ailleurs, parce qu'ils ont capturé des dirigeants des groupes islamistes, ils sont en train de les interroger, comme on dit, c'est-à-dire probablement, ça doit être un peu rude, et ils vont nous donner les renseignements, ils vont nous expliquer ce qui... donc ils jouent le jeu avec les Français d'une coopération dans la lutte contre l'islamisme. Ça marche avec nous. Mais je ne suis pas certain que ça marchera avec le gouvernement malien pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il y a cet antagonisme profond qui est quand même là. Et puis parce que ça a été utilisé et que ça n'a pas marché. Ça a été utilisé par ATT, Amadou Ahmedi Touré, qui était le dernier président avant le coup d'État, là. Et ATT nous le disait, moi j'ai rencontré à plusieurs reprises, chaque fois qu'on lui parlait de ce sujet, il disait vous inquiétez pas, on s'en occupe, nous avons sous-traité le problème de la sécurité au nord, alors c'était pas aux Touaregs, c'était aux tribus Berabiche, enfin aux tribus arabes du nord, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ils les ont financés, les ont un peu armés, etc. Puis un jour, ces tribus se sont en fait révélées dans l'autre sens, c'est-à-dire infiltrés par les islamistes et se retournant contre eux. Donc, vous savez, c'est très, 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 très compliqué. Et bon, on verra. On verra. Je pense que nous devons adopter une position simple qui consiste à avoir une position, j'allais dire, morale, qui ne peut pas être une position d'ingérence, mais qui est une position forte en ce qui concerne les droits qu'ont les Touaregs d'être respectés, d'avoir une certaine autodétermination. Enfin, autodétermination n'est pas un mot on peut pas aller jusque-là, mais en tout cas avoir une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires. Voilà, c'est tout ce qu'on peut demander. La façon dont ça va se résoudre, je ne sais pas. Quelle elle sera, je ne sais pas. Question masculine. Merci. Oui, bonjour.
Vous avez évoqué la démocratie naissante en Afrique. Vous avez également évoqué les printemps arabes, qui est effectivement est dû à la mise en réseau de la planète avec Internet. Quel rôle pensez-vous que va jouer la e-démocratie dans les échanges Afrique-France et dans le développement du e-commerce? Peut-on passer de la démocratie, un petit peu en panne, à la e-démocratie? Merci. On va en prendre 2 ou 3. Féminine. Une parité totale. Oui, merci. Moi, je voulais venir à l'Algérie. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que dans l'opinion française, on ne comprend pas bien les évolutions terribles depuis 90 de l'Algérie. Et ça paraît lié à tout ça, parce que au moment du printemps arabe, l'Algérie, elle s'est, comme d'habitude, avec sa dictature militaire, elle s'est bien raidie. Et puis, on a quand même l'Algérie qui est incapable de maîtriser son propre sud, le sud proche, et les confins du Sahara. C'est une puissance saharienne centrale. Donc, en fait, comment peut-on arriver à impliquer l'Algérie pour nous aider, pour dire, choisissez votre camp? Parce que, oui, parce que pour l'instant, où sont-ils? Ils sont très isolés diplomatiquement, l'Algérie. Oui, alors sur l'Algérie, non. Oui, sur l'Algérie, je trouve que ce gouvernement, le nôtre, a bien joué, parce que ils ont quand même redressé une situation qui n'était pas évidente. Jusqu'à cette intervention, le credo, c'était de dire que l'Algérie n'acceptera jamais une intervention internationale, et en particulier française, dans son arrière-cour saharienne. C'était la vulgate, on disait ça. Et puis, il y a eu la visite de Laurent Fabius, de Hollande, etc. Bon, ils ont vraiment bien joué, parce qu'ils ont fait comprendre, et on sentait que c'était mûr. Il y avait un certain nombre d'évidences, comme quoi on pouvait expliquer aux Algériens, les Algériens avaient déjà compris tout seuls, qu'ils pouvaient se satisfaire d'avoir quelques gus qui couraient dans le Sahara comme ça se faisait, et qui embêtaient les autres. En gros, c'était ça jusqu'à une période récente. Bon, c'était AQMI, c'était quelques centaines de types, dans lesquels il y avait quelques agents d'ailleurs infiltrés, les Algériens savaient très bien ce qu'ils faisaient, et qui se baladaient, pas chez eux, et qui laissaient un peu de trouble dans le système. Quand on est un régime militaire, c'est pas mal d'avoir un petit peu de trouble autour. Ça permet de justifier aussi le maintien d'un certain nombre de mesures de sécurité et d'exception. Donc tout ça, c'était très bien. Et puis, quand les islamistes ont avancé vers le sud du Mali, ils se sont rendus compte que ce qu'ils allaient avoir, c'était un État touareg et un État terroriste à leur porte. Et là, c'était plus pareil. C'est plus pareil. C'est plus un truc qui se balade, c'est plus des gens qui se baladent dans le Sahara. Non, c'était un État touareg. Ils n'en veulent pas. C'est leur bête noire. Et un État islamiste, et qui plus est peut-être même un État touareg islamiste, c'est-à-dire vraiment l'horreur totale, à leur porte, de façon incontrôlée. Et donc, assez intelligemment, je trouve, on a fait comprendre aux Algériens que voilà, leur intérêt à ce moment était là. Et ils ont pris le risque aussi, puisqu'ils ont laissé passer nos avions et qu'ils l'ont d'une certaine manière payé. Quand vous dites qu'ils ne contrôlent pas leur sud, bien sûr, il y a eu cette affaire dans la raffinerie. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne s'est pas passé n'importe où. Ça s'est passé en face de la Libye, c'est-à-dire dans une zone qui est une zone éminemment déstabilisée par la guerre en Libye. Les choses sont claires. Et dans laquelle les Algériens se sont trouvés pris en défaut. Mais vous avez vu avec quelle violence ils ont réagi, et je pense qu'on ne va pas leur faire le coup, 2 fois. Que là, ils ont vraiment redéployé leurs forces, et qu'en ce moment, il y a vraiment... Bon, c'est un peu le mur de l'Atlantique. Donc je pense que l'Algérie, son camp, elle l'a choisi, c'est tout à fait clair. Hein, elle est fermement opposée à l'existence d'État ou de formes constituées de groupes radicaux islamiques dans la région. Bon, jusqu'où ira leur coopération avec nous, ça, il ne faut pas non plus espérer que ça aille trop loin, mais là, on a quand même réussi à se mettre en phase avec eux. C'est très bien. Sur le e-commerce et la démocratie, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, parce que je ne suis pas tellement un e-conférencier moi-même, et je manque de... ce qui est certain, c'est que pour ce qui est du rôle des
si c'est ça, c'est votre question, mais le rôle des réseaux sociaux en Afrique noire est assez réduit parce que bon, ça fonctionne quand même beaucoup moins bien, même s'il y a beaucoup de téléphones portables dans ces régions. Et finalement, j'allais dire qu'en Afrique subsaharienne, on n'a pas besoin de ça. C'est une des choses qui m'avait le plus frappé d'ailleurs à Dakar, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, une émeute, pour des raisons qui sont parfois des raisons tout à fait économiques, notamment ça se passe au moment des coupures de courant, des inondations, etc., les choses vont extrêmement vite en Afrique. C'est-à-dire que vous avez immédiatement des milliers de gens dans la rue qui vont se mettre en phase et ils n'ont pas besoin de réseaux sociaux pour ça. Et à ce moment-là, l'ambassadeur devient une sorte de préfet dont le rôle est de s'assurer que les enfants français, enfin du lycée français, vont bien pouvoir rentrer chez eux, etc., etc. Et ça va très très vite. Donc, si vous voulez, l'Afrique connaît ces phénomènes avec les marchés, avec les marchands ambulants, etc., sans avoir tellement besoin de l'AI, enfin. Voilà. Et donc, voilà. Mais cela dit, bon, pour ce qui est de la démocratie en elle-même, si vous voulez, ça reste un sujet sensible, cette question. Vous avez des pays, c'est le cas du Sénégal, qui ont une vraie culture démocratique. C'est fascinant au Sénégal. Hein. Les Sénégalais, depuis des années, sont habitués à s'exprimer par les urnes, avec une grande pertinence, et finalement la menace à laquelle nous étions confrontés à cette période de transition, à la période Wade, c'était justement que ce système ne fonctionne plus, soit bloqué, et qu'à ce moment-là, le peuple se révolte parce qu'on le frustrait de son vote, si vous voulez. Maintenant, vous avez d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué parce que il n'y a pas cette tradition, parce qu'il y a une instrumentalisation des partis politiques par des ethnies, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça reste un sujet très sensible, cette question de la technique démocratique en Afrique. Les deux dernières questions. Bonsoir. Je voudrais revenir une seconde sur l'Algérie. Est-ce qu'il est faux de dire que les Algériens n'ont pas été très vigilants dans l'approvisionnement en carburant des islamistes, sachant qu'il est admis que c'est là qu'ils s'approvisionnent, qu'il n'y a pas trop dans le Nord Mali de stations-service en ce moment? Oui, mais les islamistes, vous savez, ils ont des relais nombreux et c'est très intéressant de les voir fonctionner. Moi, j'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle Katiba, qui était justement, j'ai fait ça quand j'étais ambassadeur parce que j'avais pas beaucoup le temps de faire autre chose. Enfin, je veux dire, de faire un livre plus documenté sur autre chose que sur ce que j'avais sous les yeux. Et ça me fascinait parce que, si vous voulez, j'en ai beaucoup... J'étais relativement informé sur ces sujets puisque nous disposions d'un certain nombre de moyens quand même pour savoir ce qui se passait dans ces pays et dans ces groupes. Ils vont pas, si vous voulez, dans tout leur matériel, que ce soit le carburant ou le matériel électronique ou les voitures, vous voyez rarement un barbu avec un chèche et une mitraillette entrer chez un concessionnaire et dire « je voudrais une Toyota comme ci ou comme ça ». Ça se fait pas comme ça. Ils ont des relais, ils ont des intermédiaires, ils ont des gens qui leur servent de poisson pilote. Même pour prendre les otages, d'ailleurs. Hein. On sait très bien qu'il y a des groupes intermédiaires qui souvent capturent l'otage, qui le revendent, qui le fournissent, etc. etc. Donc, ils ont des tas de moyens de s'approvisionner et je ne suis pas sûr que les Algériens, de ce point de vue, puissent tout contrôler. Je ne suis pas sûr non plus que le pétrole vienne forcément de chez eux. C'est très, très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont à peu près tout ce qu'il faut et qu'avec la crise en Libye, si vous voulez... on a là un pays qui, lui, est totalement incontrôlé. Donc, c'est plus facile encore de se fournir là. Voilà. Et je crois que la Libye, si vous voulez, si le problème se déplace en ce moment, aujourd'hui, plutôt vers là, parce que l'Algérie s'est fait prendre en défaut, mais va réagir. La Libye, il n'y a pas grand monde au bout du fil, hein, pour le moment, je veux dire. Une réflexion et une question. La première réflexion, mais tu l'as dit, je pense que c'est stratégique pour l'Europe d'avoir enfin une stratégie avec l'ensemble du continent africain, qu'au fond on est en train de commercer, d'avoir des relations avec les États-Unis, l'Amérique latine, l'Inde, le Japon, le Canada et après-demain la Chine, et que le continent qui est à notre proximité, nous n'avons aucune même réflexion stratégique européenne
sur la question de l'Afrique. Et donc moi je pense que dans la décennie qui s'ouvre, ça doit être un des points fondamentaux de l'action et de la réflexion européenne. Alors on ne va pas revenir là-dessus maintenant parce que ça serait très long, mais je pense que la proximité de ce continent et de l'Europe, les intérêts convergents, les histoires communes entre un paquet d'États membres et les pays africains, tout cela fait que, tu as parlé des nouveaux partenaires tout à l'heure, il y a un partenaire ancien et légitime qui devrait être là et qui devrait être l'Europe. Voilà, ça, c'est la première réflexion que je voulais faire. Et la deuxième, c'est une question. Tu as parlé de la difficulté tout à l'heure avec les Touaregs. Est-ce que tu crois à l'hypothèse politique d'une réconciliation entre le Sud Mali et le Nord Mali? Parce qu'il y a bien un moment où, quand on va se retirer, et assez rapidement, où la question de la guerre sera derrière nous, même s'il reste évidemment, je suppose, des conflits potentiels dans le Sahel, c'est évident, y compris dans le nord du Mali. Mais est-ce que tu crois à l'hypothèse, poussée en cela par la France, par l'Europe, je ne sais pas, d'une réconciliation réelle, au fond, entre le Sud Mali et le Nord Mali? Ça, c'est très difficile. Non, je ne crois pas. Je pense que ce sont des pays qui restent hétérogènes, qui le resteront, que des antagonismes, il y en a à peu près partout dans ces pays, qu'il y en a eu aussi longtemps et qu'il y en a peut-être encore aussi aujourd'hui dans nos propres pays, et que il ne faut pas nécessairement considérer qu'un État ne peut fonctionner que s'il est totalement harmonieux et si c'est le pays des bisounours. Je pense qu'un État, c'est aussi la scène sur laquelle se jouent des antagonismes. C'est-à-dire que la question est de savoir si l'État malien pourra demain faire cohabiter des gens qui ne vont pas forcément s'entendre. Parce qu'au fond, je veux dire, je ne suis pas certain qu'on arrive à les faire s'entendre au sens... voilà, il y a des antagonismes forts. Bon, mais vous savez, sur les États africains, moi, il y a une chose qui me choque toujours beaucoup, c'est quand on dit ils sont mal fichus, ils sont mal découpés. Bon, c'est vrai que si on remonte à l'histoire coloniale, et à la première histoire coloniale, celle des découvreurs, en particulier portugais, tous les pays qui sont sur la côte, là, sont des comptoirs. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par un port. Et puis, à l'arrière du port, eh bien, on a tracé 2 lignes. Et puis, c'était le pays qui était derrière. Voilà. Bon. C'est exactement la même chose, d'ailleurs, dans le nord du Brésil. Hein. Vous avez le Pernambouc, etc., qui sont créés comme ça. Mais c'est comme ça. Alors, forcément, ces pays ont traversé des zones de population traditionnelles qui sont différentes. Quand vous allez du Togo au sud jusqu'au nord, vous traversez un millefeuille de population qui, elles, sont distribuées en bandes horizontales. Bon, c'est comme ça. Mais dire qu'à cause de ça, ces États ne sont pas viables et qu'il faut les redécouper, je crois que c'est plus du tout le sujet. Quand vous allez dire à un Sénégalais ou à un Camerounais, tiens, telle zone, tiens, tu crois pas que tu devrais la donner à ton voisin, là, parce que machin, et les gars vous disent, mais de quoi tu parles, là? Ça fait 60 ans qu'on est indépendant, je veux dire, on vit comme ça. Voilà, il y a une conscience d'État qui s'est créée dans ces pays. Elle s'est créée, je veux dire. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir si les régimes politiques qui sont en place, en particulier démocratiques, vote ou pas vote, mais que je veux dire que la structure dans laquelle les choses se passent peut contenir ces oppositions et leur permettre de s'exprimer autrement que par la violence. Voilà, c'est ça la question fondamentale. Maintenant, pour le reste, ils sont comme ça. Et si vous regardez où sont les conflits aujourd'hui en Afrique, je ne parle pas des conflits importés, cette histoire de Katiba, je parle des conflits locaux. Ils se passent aux endroits où le découpage colonial n'est pas clair. Par exemple, la péninsule de Bakassi, entre Nigeria et Cameroun, péninsule qui se prolonge par des zones sous-marines pétrolières, la frontière coloniale est mal définie. Bon, c'est là qu'il y a des tensions importantes parce qu'elle est mal définie. Mais dans les endroits où les frontières sont définies, aujourd'hui, ces frontières sont habitées par les États. Et dire on va tout balayer puis on va tout reconstruire autrement, ça n'est absolument pas le sujet. Et personne ne le souhaite, personne ne le veut. Voilà. Donc la question, c'est de savoir comment faire en sorte que ça soit dans le Pacifique. Voilà. Et sur l'Europe, je peux évidemment que souscrire à ce que tu dis, en sachant que c'est quand même à la France de porter ce message en Europe, parce que pour beaucoup de pays, l'Afrique, c'est vraiment... ça n'existe pas. C'est-à-dire que ils ont des réseaux diplomatiques qui sont
peu développés dans ces pays-là. Ils ont peu d'informations sur ce qui s'y passe. Et pour eux, si vous voulez, le problème, c'est vers l'Est, c'est vers l'Asie, etc. Et nous avons une conscience africaine qui est beaucoup plus développée de par l'histoire que les autres. Et c'est à nous, je crois, de mettre ces sujets en avant. Merci infiniment. Alors, je vais en 1 minute d'abord vous dire la gratitude que nous avons à l'égard de Jean-Christophe d'avoir animé cette très intéressante. D'ailleurs, votre silence permettait d'entendre l'intérêt de la contribution, de l'exposé, de la présentation et de la réflexion de Jean-Christophe Rufin. Deuxièmement, dire simplement un mot de la situation. Moi, je considère que nous venons de vivre un moment très important depuis 1 mois. Très important. Très important, bien sûr, pour François Hollande, pour le gouvernement, parce qu'il a révélé aux yeux des Français quelque chose que les gens ne soupçonnaient pas. Et c'était réellement un moment crucial parce que c'était affaire de jours et peut-être même affaire d'heures. Et rarement autant de gens se sont sentis en phase avec une décision qui, d'habitude, ce sont des décisions ignorées ou controversées. On est entre nous ici, si j'ose dire. C'était pour moi beaucoup moins évident l'affaire libyenne. Beaucoup moins évident. J'avais posé la question, y compris à la tribune, comment on sort d'un truc comme ça. Et c'est clair qu'on en est mal sorti. Tandis que là, la question était d'un basculement extraordinairement dangereux pour la région et pour nous. Parce que quand un pays a 6000 personnes sur place, eh bien, il n'est pas à l'aise quand les preneurs d'otages prennent le pouvoir d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais ici m'inscrire en faux ou en contradiction avec la plupart des choses qu'on entend. Moi, je suis très heureux, au fond, que la France ait eu la capacité, la volonté, la détermination d'y aller si vite et même toute seule. Moi, je trouve ça très important. Parce que vous savez à quel point la question nationale, la question de qu'est-ce que nous sommes, France, qu'est-ce que nous représentons, est-ce que c'est fini, Et tout d'un coup, là, on a vu, touché du doigt, que rien n'était usurpé de ce que nous croyons de notre histoire. Par exemple, la question qui a été si souvent posée par des esprits critiques de notre siège au Conseil de sécurité. Ben là, on a vu, il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui peuvent faire ce que nous avons fait. En Europe, il n'y en a que 2, la Grande-Bretagne et nous, et c'est les 2 qui ont le siège au Conseil de sécurité. Et quand on regarde autour de nous la perception que les États peuvent avoir de leurs homologues, de leurs partenaires, je suis sûr que c'est une réévaluation. Alors pour l'instant, on ne le voit pas, ça peut être discuté. Et je maintiens cela, y compris si nous rencontrons des difficultés, parce que, bien sûr, on peut en rencontrer. Mais ces difficultés-là, quelles qu'elles soient, et nous devrons serrer les coudes, elles sont infiniment moins graves que ceux qui se seraient passés si nous nous étions perdus en discussions interminables dans des comités, des commissions, des G8, 32, 24, et qu'au bout du compte, nous ayons été les révélateurs de l'impuissance des États dans une situation critique. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très, très important. Et que, évidemment, ça nous donne une responsabilité, Marielle, en Europe. Ce que Jean-Christophe vient de dire, c'est-à-dire que nous sommes en Europe, pas n'importe quel pays.
Nous sommes un pays qui a cette profondeur de champ, comme on dit en matière de photo. Profondeur de champ historique, profondeur de champ géopolitique. Nous sommes ceux qui avons quelque chose à dire de cette réalité-là à un grand nombre d'autres partenaires européens qui n'ont pas la même perception. Ce qui veut dire, bien entendu, on a mesuré un certain nombre de faiblesses et d'insuffisances de l'Europe. Mais à nous de corriger les faiblesses et les insuffisances en portant quelque chose qui devrait normalement être mutualisé au sein de l'Union européenne. Je dis souvent, si on mesurait ce que les Anglais, avec leur connaissance de leur grande zone historique, et nous, avec la connaissance de notre zone historique, si nous mettions en commun ces deux influences et ces deux expériences, ben le monde ne serait pas le même. Et normalement, l'Europe devrait servir à ça. En tout cas, c'est la proposition que nous ferons. Jean-Christophe Rufin a été formidable et vous avez été formidable d'être là. Merci beaucoup. Oui. Nous nous revoyons le 26 février avec Jean-Jacques Ayagan.